ma soeur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Comment on va? Je vais très En bien. forme? En forme. Bonne fête. Merci, à vous de même. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité est à la tête d'un collectif de femmes constitué après la composition du gouvernement Kassori. Elle revendique plus d'équité en politique et dans les autres domaines de la vie économique et sociale. Pas sans elle, refuse que les compétences et les talents des femmes soient confinés au second rang. Elle décide de prendre la parole et montre des stratégies pour un changement positif. Comment une telle bataille est menée et peut-être gagnée? C'est ce qui va nous expliquer notre invité, Maïmouna Diakabi. Bienvenue dans cet entretien de Koloma. Madame, vous êtes politologue, spécialiste en communication, assistante de direction au niveau du ministère des Mines et de la Géologie. Et depuis que le nombre de femmes a chuté dans le gouvernement, vous revendiquez donc l'équité avec d'autres femmes. Effectivement, nous pensons que la Guinéenne, qui représente aujourd'hui 52% ou plus de 52% de la population, mérite amplement de prendre part à la gestion de la cité. Donc il est important que les compétences des femmes soient reconnues et qu'elles puissent participer au même titre que les hommes, quand les compétences sont avérées, à gérer le pays. Donc, et ce, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit dans le public, le privé ou dans l'informel. Oui, mais ça, c'est un vieux combat. Il y a eu quand même beaucoup d'efforts. Pourquoi jusqu'à présent, les femmes ont le sentiment qu'elles ne participent pas assez à l'effort de développement du pays? C'est un vieux combat, mais un combat qui n'est pas gagné. Donc tant qu'il n'est pas gagné, il faut que le combat continue à être mené, et c'est le cas en Guinée et également à l'échelle internationale. Donc nous avons le sentiment qu'on n'est pas entendu parce que pleinement nous ne participons pas à la gestion de la cité, tout simplement. Quand on prend par exemple au niveau de l'État, quand on regarde au niveau du gouvernement, on n'a que 4 femmes sur plus de 30 hommes qui sont ministres. Donc pourtant, il y existe des femmes compétentes qui peuvent occuper ces postes de décision importantes dans la gestion de notre pays. Quand on regarde à l'Assemblée, c'est pareil, une vingtaine de femmes pour une centaine de députés. Quand on regarde au niveau du gouvernorat, au niveau des préfets, quand on regarde dans les directions, il y a très peu de femmes et pourtant la Guinée, comme le reste des nations du monde, éduque ses filles et par contre, quand elles ont les diplômes, elles peinent à avoir accès aux postes de décision. C'est une injustice ou bien c'est un manque peut-être d'engagement aussi? Injustice, on n'aimerait pas se placer en tant que victime, donc on ira sur l'engagement politique a été annoncé par le président de la République qui à chaque fois le renouvelle lorsqu'il parle aux femmes ou dans diverses instances. Je pense que c'est au niveau de son gouvernement et au niveau d'autres parties prenantes de la société qui ne sont pas que le gouvernement, par exemple au niveau du secteur privé, du secteur informel. Il faut que les gens se mettent en tête que les femmes ont quelque chose à apporter. Aujourd'hui, plusieurs études démontrent que quand une femme est ministre, quand une femme est par exemple dans un CIA ou est directrice d'une société, la société se porte mieux. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a une mixité dans le management. Il y a les femmes et les hommes, quand il y a complémentarité, le résultat est plus probant et plus profitable pour tous. C'est ce que vous dites là, c'est ce qui est espéré. Mais au fond, qu'est-ce que ça change d'avoir un gouvernement où il y a 50 à 52% de femmes? Ce que ça change déjà, c'est qu'au niveau des femmes, leurs réalités seront mieux prises en compte. Ce que ça change avec ces femmes, et ce que ça change également, c'est que la complémentarité dans l'expérience, la mixité dans la façon de concevoir les choses améliore. C'est quelque chose qu'on ne peut pas débattre. Et on voit dans d'autres pays, par exemple les pays scandinaves, où femmes et hommes, où il y a plus d'équité, c'est des pays qui se développent mieux, donc où chaque citoyen gagne plus. C'est un fait. Donc, pour moi, si la Guinée veut se développer, elle ne peut pas le faire sans l'apport des femmes. On ne doit pas voir du côté des pesanteurs traditionnels, nos cultures, nos valeurs. Non, il faut briser ça, ce verre-là, et puis avancer. Je pense que si chacun de nous aspire au développement, si on aspire à notre épanouissement personnel, à l'épanouissement de nos communautés, celle de notre nation,
elle ne peut se faire sans l'apport des femmes. C'est indéniable. Donc, mieux vaut commencer à changer de mentalité parce Non, qu'effectivement… le débat aujourd'hui n'est pas à ce niveau. La plupart des politiques sont favorables d'ailleurs à cette promotion des femmes, mais peut-être c'est au niveau du nombre, de la représentativité qu'il y a débat. C'est dans l'application. Donc, effectivement, parce qu'on peut faire des vœux pieux, se dire que oui, on veut plus de femmes, mais quand il s'agit d'appliquer ces promesses-là, il y a un fossé entre les promesses qu'on tient et la Oui, réalité mais en sur le politique, terrain. excusez-moi de poser cette question, hein, est-ce qu'en politique, par exemple, ce n'est pas un terrain pour tout le monde, hein? C'est le terrain pour tous, toutes celles ou tous ceux qui peuvent mobiliser, qui peuvent donner le là en termes de politique publique. Donc là, chacun vient. Non, non, je ne pense pas du tout. Bien au contraire, la politique est une sphère d'activité comme toute autre, qui est régie par, des actions, des façons de faire. En politique, par exemple, quand une femme, effectivement, on voit très souvent en Guinée que c'est les femmes qui sont à la base, qui mobilisent, mais quand il s'agit de décider de mettre sur les listes, par exemple, des femmes en tête de liste, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des manipulations, il y a des choses, il y a des problèmes structurels et systémiques qui empêchent les femmes d'arriver en tête de liste. Une femme, par exemple, qui veut faire de la politique, elle a besoin d'avoir un financement, elle a besoin d'avoir un soutien. Les hommes aussi. Bien entendu, sauf qu'au départ, au départ, c'est pas, ils n'ont pas les mêmes accès, femmes et hommes, à ce financement-là. Politique, entrepreneuriat, que ce soit dans le privé, c'est la même chose. Effectivement, on se dit comme ça que l'entrée dans ces sphères est ouverte à tous, c'est dit dans les textes, mais au niveau de l'application, ce n'est pas le cas. Les femmes, quand elles cherchent à, par exemple, donner plus de visibilité aux actions qu'elles mènent pour entrer dans la politique, elles ont besoin d'argent comme les hommes. Mais si à la base, elles gagnent moins parce que dans notre société, il y a… Donc c'est ce problème là-bas qu'il faut régler, pour que les femmes gagnent plus. Il faut, pas seulement. Il y a des problèmes systémiques. En matière d'éducation, par exemple, on prône une éducation pour tous. Notre constitution est égalitaire, mais dans les faits, cela n'est pas appliqué. Donc c'est l'application des lois, c'est l'application, c'est l'écosystème que nous devons créer qui soit propice. C'est respecté. Récemment, on a vu la Cour suprême revenir mettre un peu de l'ordre dans les choses quand il était question de forcer la main pour accorder 30%, ou bien la parité 50% au niveau des têtes de liste. L'Assemblée, plutôt je dis l'Assemblée, la Cour constitutionnelle, quand même a rappelé à l'ordre, non, la Constitution ne dit pas de faire cette discrimination-là. Oui, mais vous dites que cela a été fait. Par exemple, on a également adopté une loi sur la polygamie qui n'est pas égalitaire, puisque dans cette loi, les hommes n'ont pas, les femmes, par exemple, on va dire que les hommes peuvent prendre 4 femmes et on va dire que c'est à l'homme que l'état civil doit, la personne de l'état civil doit se référer pour demander le choix. Et la femme, elle fait quoi? Donc même dans cette loi, elle n'est pas équitable. Mais la loi s'appuie quand même sur des valeurs sociales. Vice-versa, elle peut s'appliquer sur des valeurs sociales, parce que si on dit que c'est simplement que la loi n'émane que des valeurs sociales, il y a pas forcément… Oui, mais oui, prend appui, on ne dit pas forcément, voilà. Et de la société avancée, justement, sur certaines valeurs. Vous, aujourd'hui, concrètement, est-ce que vous allez… Ce n'est pas une rengaine, vous allez reproduire les mêmes discours que les anciens. Quel changement vous comptez avancer pour que ce combat-là avance réellement? Alors, à votre goût. Déjà, je veux dire, en Guinée comme ailleurs dans le monde, les rengaines, on va les chanter tant qu'on n'arrive pas à accéder à ce qu'on veut. Et premièrement, tout simplement, ce qu'on veut, c'est que les femmes aient les mêmes chances que les hommes d'accéder aux postes, que ce soit dans le privé, dans l'informel ou dans le public. Pour ce faire, il y a des solutions des fois qui peuvent être bien plus simples. Par exemple, si c'est dans le gouvernement, que l'accès à ces postes soit plus transparent et non sur du réseautage, ce genre de choses. Qu'on puisse, par exemple, appliquer des façons de faire qui émanent du privé où il faut déposer son CV, il y a un entretien qui est fait et là, à la base de compétences égales entre les hommes et les femmes, on choisira celui qui est le plus compétent. Il y a plusieurs pays qui, pour des postes politiques ou des postes dans le gouvernement qui vont comme ça. Mais depuis que vous avez lancé le mouvement Pas sans elle, ce collectif-là, est-ce que vous avez le sentiment quelque part, la société vous entend, oui, la société prête attention au combat que vous menez?
Nous pensons qu'effectivement la société nous entend. Par exemple, au tout début, quand on a commencé à dénoncer un peu l'état de fait, le fait qu'il n'y avait que 4 femmes qui étaient ministres, le président de la République lui-même a répondu en disant qu'il allait travailler afin de nommer plus de femmes dans les postes d'administration. Et cela, on l'a vu même avec le décret du ministère des Investissements et du Partenariat public-privé. Donc, effectivement, il y a une réponse politique forte et nous en sommes heureuses, mais on veut aller encore un peu plus loin pour nous assurer que ce ne soit pas que dans les postes d'administration, mais que le pays tout entier épouse cette nouvelle mentalité et se rende compte qu'en fait que ça n'apportera que plus pour le développement de la nation et de façon inclusive. Et pour l'accompagner, vous avez même mis en place ce qu'on appelle la composante féminine. Oui, composante féminine, effectivement, un groupe de réflexion qu'on a mis en place pour permettre de réfléchir un peu plus, parce que comme vous l'avez dit, ça fait très longtemps que plusieurs générations de femmes essayent de faire changer les choses sur cette problématique-là. Donc ce groupe de réflexion va nous amener à réfléchir avec les différentes parties prenantes, dont les membres du gouvernement, les personnes dans la sphère privée, dans l'informel, pour réfléchir ensemble et trouver une stratégie idoine aux problèmes qu'on a pu soulever. Et à partir de là, vraiment travailler avec toutes ces parties prenantes, avoir un plan d'action concret pour trouver des solutions efficaces et rapides dans le temps. Est-ce que c'est seulement des jeunes filles, des jeunes dames qui ont eu à faire des études à l'étranger, qui ont vu d'autres façons de vivre, de faire, qui sont dans ce mouvement-là, ou bien il y a une certaine hétérogénéité dans ce combat-là? Alors c'est vraiment... C'est un combat générationnel ou pas? C'est un combat de la Guinéenne, intergénérationnel. Okay. On travaille avec des gens comme Adjassa Randaraba, Madame Fatou Baldé Yansane, plusieurs femmes, donc des icônes qui ont avant nous mené un combat parce qu'on ne veut pas refaire la roue, on veut pouvoir la pousser. Voilà, la pousser exactement la roue et apprendre donc de celles qui sont venues avant nous. On travaille avec des femmes de Madina. C'est vraiment plus de 250 femmes qui travaillent ensemble pour trouver une solution à ce problème-là, qui est un problème qui touche tous les Guinéens, qu'ils soient hommes ou femmes. Vous ne voulez plus être des objets de politique publique, plus des cibles de marketing. Vous voulez vraiment être des stratèges, vous voulez être des animatrices, plus être des simples exécutifs. Et vous avez confiance en vous-même et vous êtes capable de pousser la Guinée plus loin. Vous avez quel rêve pour la Guinée une fois où vous êtes mieux associé, mieux entendu? Alors, le rêve pour la Guinée, c'est vraiment une Guinée qui se développe et qui est dans un développement inclusif, que le développement profite à tous, hommes et femmes. Et pour cela, il n'y a pas de potion secrète. Quand on veut un changement, c'est en utilisant les deux corps qui composent la nation, c'est-à-dire les femmes et les hommes, en utilisant leur plein potentiel. Plusieurs études montrent également que quand les femmes, si à travers le monde, pas seulement en Guinée, si les femmes participaient dans le marché du travail, on aurait eu un gain de plus de 26% au niveau du PIB. Et ça, j'imagine qu'en Guinée, si c'est le cas, peut-être qu'on allait se départir de l'aide publique si les femmes travaillaient. Le chef de l'État a confiance au potentiel des femmes, appuie notamment à ces paysans-là, ou ceux qui sont aussi dans l'informel avec les MUFA et autres. Maintenant, vous attendez des postes de décision, c'est cela? On attend pas le combat que ça. Se résume à ça ou pas? Non, le combat ne se résume pas à ça. Par exemple, quand on prend la question des MUFA, les MUFA c'est bien, mais les MUFA ne touchent qu'une partie de la population. C'est-à-dire déjà il faut être un groupement collectif et généralement c'est les femmes dans les villages qui vont s'intéresser aux MUFA. Ce qu'on veut en fait, c'est... Non, les villes d'abord, hein, madame. D'accord, dans les villes, en tout cas je veux dire groupement. Et qu'en est-il des femmes par exemple qui ne sont pas dans des groupements, des femmes qui veulent faire de l'entrepreneuriat toutes seules? Qu'est-ce que le gouvernement propose à ces femmes-là quand on sait aujourd'hui que les opportunités de financement manquent? Une belle question qui pourrait animer la semaine de la femme, qu'on pourrait poser à la ministre, par exemple, de l'Action sociale et de la promotion féminine. Madame, le 8 mars, c'est pratiquement dans quelques jours, nous entamons la semaine. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement?
Alors concrètement, ce qu'on veut faire, c'est que depuis plusieurs années, on a vu que le 8 mars en Guinée est une célébration de la femme, alors qu'il ne s'agit pas de la journée de la femme, mais de la journée des droits de la femme. Ce qui veut dire qu'on doit faire un bilan sur les acquis et voir qu'est-ce qui reste à mener comme combat. Donc on veut s'inscrire plutôt dans une perspective d'action et non de célébration. Madame, merci et bonne fête. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont suivi l'entretien de Coloma numéro exclusif réalisé à l'occasion de cette semaine qui s'ouvre, la semaine de la femme en Guinée. Merci. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup, madame.